BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Associé gérant de Vitam MFO pour parler ce matin des droits du conjoint. Donc en fait on va brosser les régimes matrimoniaux, c'est ça? Oui, on rappelle qu'il y a 228 000 mariages par an et que plus de 85% des couples mariés se marient sans contrat de mariage. C'est-à-dire qu'ils sont assujettis, sans même parfois qu'ils le savent, au régime de communauté légale réduite aux acquets. Voilà le terrain. Bon, du coup, quand on contracte un mariage, il y a des droits, il y a des devoirs, bien sûr, et le conjoint, il a toute une série de choses auxquelles il a droit. Bien sûr. Donc la masse des biens qui composent l'actif des époux est définie par le contrat de mariage. Alors, ou pas. Lorsqu'on est marié sur un régime de communauté, eh bien, tous les biens que l'on achète après son mariage eh bien, appartiennent aux deux. Si on est marié sur un régime séparatiste, le régime de séparation de biens, eh bien là, du coup, il y a une étanchéité parfaite entre les patrimoines. Ce qui est à monsieur est à monsieur, ce qui est à madame est à madame. Et ce qui advient de cela au jour de la liquidation du régime matrimonial. Et il y a deux raisons de liquider le régime matrimonial. La première, c'est le divorce. Et la deuxième, c'est le décès. Et bien là, on va reconstituer les masses qui vont être affectées à l'un ou l'autre. Prenons l'exemple du décès. La composition des biens qui sont inscrits à l'actif de la succession du défunt, eh bien, ce sont les biens qui lui appartenaient en propre lorsqu'il est marié sur un régime de séparation de biens, puisqu'il n'y avait pas de biens communs. Et puis, sur un régime de communauté, on fait 50-50. Il y avait 100 dans le patrimoine. 50 adviennent aux survivants et 50 s'inscrivent à l'actif de la succession du prédécédé. Et là, les droits du conjoint survivant ont été accrus depuis quelques années. En présence d'enfants, il peut avoir au moins la totalité en usufruit. Bon, ça c'est la base. C'est la base. Et il y a des cas où le conjoint a des avantages, des droits entre guillemets supplémentaires. Alors voilà, on a fait un mapping, si je puis dire, donc de la situation la plus classique. Mais depuis de nombreuses années, il est possible de changer de régime matrimonial. Et depuis une loi de 2019, il est même possible de changer à tout moment de régime matrimonial. C'est-à-dire que lorsqu'on est marié sur un régime de séparation, on peut se marier sur un régime de communauté. On change de régime matrimonial, donc sans homologation judiciaire depuis 2019. Donc c'est très simple. C'est au notaire de vérifier l'intérêt de la famille. Ouais, c'est au notaire, et s'il y a des enfants notamment, ils doivent... C'est le notaire qui juge cela, et s'il a des doutes, il peut saisir le juge judiciaire pour lui poser la question. Alors, dans les cas particuliers, dans les avantages supplémentaires, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, lorsqu'on change de régime matrimonial, bien souvent, c'est à un moment donné où on a déjà un petit passé devant soi, où on a pu constituer une famille, ou pas, justement. Et bien souvent, on opte pour un régime de communauté universelle, on met tout en commun. Et puis, surtout, on a le super pouvoir qui est attribué aux survivants, c'est-à-dire qu'on lui octroie un avantage matrimonial. Ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est très simple. C'est la faculté qu'il a de pouvoir prélever sur l'actif de la communauté, tout bien de son choix, intégralement de son choix. Il y a tout un tas de possibilités. On peut bien évidemment prévoir un contrat à géométrie variable. Prenons l'exemple simple, communauté universelle, attribution intégrale de l'ensemble des actifs au conjoint survivant. Et ce qui veut donc dire qu'on ne liquide pas de succession, puisque un instant de raison, par fiction juridique, ce conjoint est réputé détenir l'ensemble des actifs qui formaient le patrimoine commun qui auparavant appartenait aux deux époux, l'un étant décédé. Voilà le mapping. Et il n'y a pas de droit. Pas de droit. Voilà l'état des lieux, y compris les bizarretés qui peuvent... Est-ce qu'il y a des moments où le conjoint peut, à l'inverse, ne pas hériter? Alors, il peut ne pas hériter si jamais l'époux, l'un des époux, puisqu'il n'est pas héritier réservataire en présence d'enfants, peut très bien l'exhéréder, peut très bien dire « je ne souhaite pas que mon conjoint ait l'usufruit de la totalité ». Donc il suffit de le faire par testament. Et puis il le dépose, il faut que, bien sûr, on puisse le retrouver. Donc le mieux, c'est d'aller voir un notaire. Et là, le conjoint ne reçoit rien. Et puis il y a un autre cas de figure qui est bien plus grave, c'est l'indignité. C'est-à-dire? L'indignité successorale. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dignes, la personne n'est pas digne de recevoir les actifs qui appartenaient à son conjoint. Ça veut dire quoi? Ça recouvre quoi? L'article 726 et 727 du Code civil, c'est tout simplement lorsqu'on a voulu tuer son conjoint, lorsqu'on a voulu, et qu'on est condamné de manière criminelle, donc lorsque c'est un crime en cour d'assises, eh bien si on tue son conjoint, on n'hérite pas
de lui. Si on veut le tuer et que c'est une correctionnelle, hein, donc là, il faut, et c'est pas automatique, c'est facultatif, c'est indignité successorale, et c'est aux héritiers du défunt, de celui qui a été tué par son épouse, hein, par hypothèse, ou son époux, eh bien, d'aller devant le juge judiciaire et de demander le fait qu'il y ait une proclamation d'indignité. Donc vous êtes en train de nous dire que si on tue son conjoint intentionnellement, on n'a pas le droit d'hériter? On n'a pas le droit d'hériter, exactement. Et si on est condamné, bien évidemment. Donc, bon. On est réellement l'assassin. Et il n'y a pas de loup, rien n'est flou. Une difficulté, c'est que cette indignité successorale ne joue que dès l'instant où la succession est ouverte. Et je rappelle que l'année dernière, il y a eu plus de 173 homicides et féminicides, et surtout des féminicides, surtout les femmes malheureusement, qui sont victimes des coups de leur époux. Si vous me précisez si la succession est ouverte, vous venez de me dire dans les cas particuliers qu'il n'y a pas de... Je dis qu'il y a une hypothèse dans laquelle l'époux qui a tué son conjoint peut hériter. C'est quoi? On l'a vu. Prenons l'hypothèse d'un couple qui est marié sur un régime de communauté universelle avec attribution intégrale. Que il n'y a pas de descendance, par hypothèse. Et que le conjoint tue son épouse. Eh bien, il héritera non pas d'elle, puisqu'il n'y a pas d'héritage, mais il aura le droit de prélever les actifs communs qui lui appartiennent par la grâce de la clause d'attribution intégrale en pleine propriété. Et ça, c'est un délire de juriste parce que vous avez parcouru les... Non, ça a été jugé. Ça a été jugé. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2016. Je vous donne les circonstances très simples. Un époux tue son épouse. Ils n'ont pas d'enfant. Juste un instant raison après, il suicide. Aucun problème de constatation pénale, puisqu'il a bien été prévu, qu'il a bien été visé, le fait qu'il décède après. Hein. Donc le suicide est postérieur à l'assassinat de son épouse. D'accord. Elle n'a pas agonie. Et lui a des frères, des sœurs. Ses frères et sœurs héritent. La mère de l'épouse assassinée dit « Mais c'est incroyable, il a tué sa femme et les actifs qui étaient communs... » D'autant plus qu'en l'occurrence, il y avait beaucoup plus d'actifs communs qui appartenaient, dont l'origine était propre à madame, si je puis dire, eh bien, vont à ses frères et ses sœurs. Et elle va devant le tribunal, elle perd en première instance et elle perd en seconde instance. Car il n'y a pas d'ouverture de succession et il n'y a pas d'indignité, pardon, j'y arrive, d'indignité successorale, d'indignité attachée aux avantages matrimoniaux. Donc si on a cette espèce de super avantage que vous avez pointé du doigt, on peut tranquillement, entre guillemets, rentrer dans ce cadre de figure-là. Ça veut dire qu'il faut changer la loi. Il faut changer la loi. Alors moi, je demande un truc très simple. Il y a une proposition de loi. Il y a une Grenelle des violences conjugales. Non, mais il y a une Grenelle des violences conjugales en 2019. Il y a une loi qui a été votée le 30 juillet 2020 et qui a donné une nouvelle raison de demander l'indignité successorale. C'est lorsqu'il y a viol notamment, horrible, viol sur le défunt ou des actes de barbarie. C'est un nouvel article 727 bis du Code civil. Eh bien, on a oublié, il y a un trou dans la raquette, si je puis dire. On n'a pas créé d'indignité en matière d'avantages matrimoniaux. Donc je demande une chose très simple, c'est qu'on transpose par analogie les dispositions sur l'indignité successorale à l'indignité de recueillir ou de conserver des actifs qui naissent des avantages matrimoniaux. Et ça serait quand même une chose très très bien pour qu'on ait un équilibre et puis qu'on n'ait pas deux poids deux mesures ou des traitements différents selon ce qu'on a pu prévoir du temps de son vivant. Comme quoi c'est sympathique parfois de se promener dans les chroniques judiciaires. Ça permet de lever des lièvres. Merci beaucoup Benoît Lombard, associé gérant de Vitam MFO.